Examen et adoption du projet de loi des finances exercice 2023 à l'Assemblée nationale. Il est chiffré à 14 milliards de dollars américains. Kinshasa vibre ce samedi au rythme du concert de l'artiste musicien Fally Ipupa. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues au stade des Martyrs. Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa et patron de l'espace 50, a souhaité un franc succès à cet événement et appelle la presse à une couverture professionnelle. En sport, les léopards U23 qui doivent en principe affronter les FEC d'Algérie sont encore à Kinshasa. Les fauves ont connu un problème de vol, une panne qui a failli coûter leur vie. Risque-t-il une disqualification? Nous en parlons dans ce journal avec Christian Bokaya, sportif maison. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50 à l'Assemblée nationale. Les élus du peuple ont examiné et adopté le projet de loi de finances 2023. Le budget du pouvoir central de l'exercice 2023 est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à 14,6 milliards de dollars américains, soit un taux d'accroissement de 32,6% par rapport à la loi de l'exercice 2022. La santé, l'éducation et la sécurité connaissent un accroissement significatif. Après avoir déposé à bonne date le projet de loi des finances au bureau de l'Assemblée nationale, conformément aux articles 126 de la Constitution et 83 de la loi relative aux finances publiques, le Premier ministre Samalou Kondé et tout son gouvernement sont venus échanger avec les députés nationaux sur la loi budgétaire exercice 2023. Samalou Kondé a noté une avancée significative dans les projets de loi budgétaire revus à plus de 14 milliards de dollars américains. Selon le Premier ministre, plus de 10 milliards de ces budgets proviendront des ressources propres, soit une augmentation de près de 32% par rapport au budget de 2022. Ce budget laisse entendre Samalou Kondé se propose d'appuyer un programme ambitieux à la base pour la distribution des richesses dans chaque territoire du pays. Le 29,5 milliards de francs congolais, soit 14,6 milliards de dollars américains. Cette augmentation se justifie par le fait qu'en grande partie, en 2023, sera organisées les élections. Ce projet est débattu au Parlement alors que la polémique autour de salaire de 21 000 dollars américains des députés nationaux n'est pas éteinte et la problématique des réductions des trains de vie des institutions refait surface. Quand on sait que les institutions budgétivores, dont la présidence de la République, le Parlement, les ministres ne se surpassent pas pour autant améliorer tant soit peu les conditions sociales de la population. C'est un budget particulier avec des innovations rencontrant les réalités actuelles des populations, a insisté le Premier ministre vendredi devant la représentation nationale. Parmi ces particularités, l'on peut souligner la réduction d'au moins 30% du train de vie des institutions, mais aussi les recrutements de 18 000 hommes pour l'armée et la police. Les chiffres du budget augmentent année après année depuis l'élection de Félix Tshisekedi. Pour les 14 milliards et demi de l'année prochaine, le chef du gouvernement a insisté sur le renforcement de l'autorité de l'État qui demeure une priorité fondamentale. Jean-Michel Samalou Kondé a fait savoir que cette volonté claire et ferme s'est traduite à travers ce budget par des actions qui concourent entre autres à la poursuite de la réforme au sein de l'armée et de la police nationale avec 2 vagues de recrutement de plus de 18 000 éléments conformément à la loi de la programmation militaire. Le gouvernement a prévu pour la première vague un recrutement d'au moins 8 000 policiers. Ajoutez à cela les recrutements compétitifs de plus de 2000 magistrats pour renforcer l'efficacité de l'appareil judiciaire, mais aussi la réforme de l'administration publique focalisée essentiellement sur la maîtrise des effectifs, la dématérialisation, la mise à la retraite, le rajeunissement et la politique salariale.
Le Premier ministre a souligné que le gouvernement entend également réduire la dépendance économique au secteur minier en privilégiant la diversification économique afin de permettre au pays de tirer profit de son potentiel énergétique, forestier et agricole et environnemental. À en croire le Premier ministre, il y aura également un effet net de régression de 14,3% des frais de fonctionnement des institutions. Selon Samalou Koundé, il y a un accroissement significatif par rapport au budget de l'exercice 2022 des parts des crédits alloués au secteur de l'agriculture, la pêche et la santé. Et puis, la Régie de voies aériennes et la RDC ont fait appel contre la décision du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, les condamnant à payer plus de 21 millions de dollars américains à Jean-Pierre Bemba pour les découpages et l'immobilisation de ses avions. Les parties ont plaidé devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, condamnées au premier degré. Ces dernières ont sollicité l'annulation de l'œuvre du premier juge qui leur a condamné à la réparation. Et puis vous l'avez remarqué sûrement, Kinshasa vibre ce samedi au rythme du concert de l'artiste musicien Fally Ipupa. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues au Stade des Martyrs pour un moment historique de la carrière de l'ancien de Quartier Latin qui compte aujourd'hui en solo bientôt cet album. Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa et patron de l'Espace 50, a souhaité un franc succès à cet événement et il appelle par ailleurs la presse à une couverture professionnelle. Rendons-nous en province le 28 octobre, consacré désormais journée des agriculteurs dans le Haut-Katanga. Le gouverneur Jacques Kabula Katwe a à cette occasion conduit les députés et ministres provinciaux, les agriculteurs et autres intervenants dans le secteur en visite des entrepôts où est stocké le maïs remboursé par les bénéficiaires de la subvention du gouvernement provincial avant la minoterie où ces maïs est transformé en farine de première qualité. La réforme agro-pastorale dans le Haut-Katanga, voilà le thème qui a été choisi pour ce 28 octobre, décrété désormais journée des agriculteurs dans la province du Cuivre. Jacques Kabula Katwe, gouverneur de cette province, démontre par cette formalisation la priorité qu'il accorde à ce secteur depuis son avènement à la tête du Haut-Katanga. À cette occasion, il a conduit les députés et ministres provinciaux, les grands fermiers et petits planteurs dans quelques entrepôts où sont stockés les sacs de grains de maïs du gouvernement provincial remboursés par les agriculteurs, subventionnés par son gouvernement. À la vue de cette réalisation, les hôtes de Jacques Kabula Katwe n'ont pas manqué de louer la politique du troisième gouverneur élu de cette province. Au nom de tous les agriculteurs, de remercier son Excellence Jacques Kabula Katwe pour cette vision qui marque toute la population haut-katangaise. La ronde se poursuivra au complexe scolaire Kiwele par la visite de l'exposition des maraîchères encadrée par l'APF, une structure de la Wallonie-Bruxelles qui a donc exposé à la vente leurs produits. À cette occasion, chacun a pu se procurer qui des tomates, qui des oignons ou des légumes. Le gouverneur et sa suite sont aussi passés par les fournisseurs d'intrants agricoles. Cette visite s'est clôturée par les installations de la minoterie African Milling, où les maïs de l'exécutif provincial est transformé en farine de maïs des qualités premium. Pour les gouverneurs, cette réussite n'a été rendue possible que grâce à l'appui du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais cette année, c'est une année exceptionnelle parce que le chef de l'État nous a appuyés et nous a permis de couvrir 20 000 hectares. Donc c'est une note spéciale pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il va sans dire que depuis son avènement à la tête de la province, Jacques Kabula Katwe a mis en place une politique agricole qui fait que le Haut-Katanga dépende de moins en moins de l'extérieur, en ce qui concerne bien entendu l'approvisionnement en farine de maïs, aliment de base de sa population. Le cuivre vert prend donc peu à peu les mêmes proportions que le cuivre rouge. Au Maniema, après la suspension de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur par le Conseil d'État, la population de cette province manifeste son inquiétude à travers un mémorandum déposé dans plusieurs instances. Il demande l'implication personnelle du chef de l'État pour trouver une solution définitive à leurs préoccupations. Fort curieusement, un jour avant les votes et après la clôture de la campagne électorale, la CENI, par sa décision numéro
041/CENI/AP/2022 va annoncer la suspension de l'élection en exécution de l'ordonnance du Conseil d'État prise avec une précipitation incompréhensible. Cette décision du Conseil d'État est venue anéantir l'espoir de toute la population du Maniema qui attend depuis mai 2022 l'avènement d'un pouvoir légitime, responsable et redevable vis-à-vis d'elle à travers ses élus. Ce que nous ne pouvons aucunement tolérer. En effet, les référés suspension étant une mesure provisoire, la population du Maniema sollicite l'implication personnelle du président de la République, des garants du bon fonctionnement des institutions, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une issue apaisée et heureuse de ces feuilletons. Par ailleurs, elle vous recommande de tout mettre en œuvre pour obtenir de la CENI et du Conseil d'État la levée de la dite mesure dans les délais légaux en vue de parachever les processus d'élection du gouverneur et des vice-gouverneurs. Revenons à Kinshasa pour parler du forum Business pour la paix dans la région de Grand Lac, organisé par le ministère du Commerce extérieur et l'ambassade de Suède. Ces assises qui se sont clôturées vendredi ont tablé sur la consolidation de la paix à travers le commerce transfrontalier, atout majeur pour le développement des affaires en République démocratique du Congo. C'est un reportage signé Amina Bayombo. C'est un projet qui vise la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs à travers le commerce transfrontalier. Mupaka Chambaletu, nos frontières, notre gagne-pain. Il était donc important pour les organisateurs de regrouper les commerçants et les opérateurs économiques pour réfléchir sur les moyens qui contribuent à un meilleur climat des affaires. Le projet Mupaka Chambaletu, c'est un projet qui vise à promouvoir la cohésion sociale et la consolidation de la paix à travers le commerce transfrontalier. Vous le savez très bien que la région des Grands Lacs a connu des guerres, a connu des troubles qui avaient fait en sorte qu'à un moment, le niveau de méfiance entre les communautés était assez élevé. Et cela n'a pas facilité une cohésion ou une cohabitation pacifique entre les communautés. Durant 2 jours, des groupes de travail ont examiné le vrai problème avant d'en établir une série de recommandations. Que nous avons un pays qui nous pousse à faire des efforts, à réfléchir ensemble pour trouver des solutions, malgré que ce que nous avons entendu comme témoignage, comme expérience qui peut parfois nous frustrer, mais cela nous rendra encore plus forts. Outre les voies conventionnelles, une approche s'est dégagée lors de ce forum, à savoir l'approche business qui veut que la paix se construise par le commerce transfrontalier. Remise et reprise vendredi au siège du FONER entre le conseil d'administration sortant et celui nommé par l'ordonnance présidentielle du 10 octobre dernier. Le secrétaire général aux ITP a supervisé cette cérémonie au nom du ministre. Dans son mot de circonstance, le nouveau directeur général a annoncé les couleurs de son mandat, placé sous le signe de l'amélioration de la performance. Amélioration de la performance pour permettre à cet important et prestigieux établissement public d'atteindre ses objectifs et de réaliser avec efficience et efficacité sa mission, comme vous savez, qui est de collecter et administrer le fonds pour destiné à l'entretien du réseau de la RDC. Il projette également de mettre en place des structures légères pour permettre à la structure de trouver assez de ressources. Le directeur général sortant, nommé DGA, s'est félicité des performances réalisées par son équipe en 2 ans et demi d'intérim. Les ressources du FONER, qui jadis étaient d'une moyenne annuelle USD 100 millions, ont été rehaussées à plus de USD 164 millions en 2021. Les agences routières ont été financées cette même année respectivement pour l'office de route à la hauteur de soit 108% de réalisation par rapport à son enveloppe
prévisionnelle. Le président du conseil d'administration a quant à lui évoqué la question qui pourrait faire l'objet d'un débat interne, celui de la redéfinition de l'appellation FONER, en fonds routiers. Dans l'accomplissement de ces missions, qui sont la collecte des ressources financières. La nouvelle équipe dirigeante du FONER avait été nommée par ordonnance présidentielle le 10 octobre dernier. Outre le DG, DGA ainsi que le PCA, 3 autres membres du conseil d'administration ont été nommés, Clément Barouti, Lazare Ndaka et Denis Chilombo Chambouyi. Et puis le secrétariat permanent provincial des corps des assistants sociaux a organisé une journée d'information au profit des assistants sociaux de la capitale congolaise, justement dans le but de partager l'information et donner des orientations sur le service que doivent rendre ces assistants sociaux au bénéfice de la population. Dans tous les pays du monde, il existe des phénomènes sociaux ou des situations sociales qui perturbent la vie dans la société. Devant ces phénomènes, chaque entité s'organise avec des mesures spéciales d'accompagnement. C'est dans ce cadre que le secrétariat permanent du CASO a tenu à réunir les assistants sociaux de la ville de Kinshasa, des services publics et privés pour le partage des informations pertinentes et ainsi que des orientations en lien avec la profession, mais aussi pour marteler sur le phénomène de délinquance urbaine qui fait surface en milieu urbain. À ce sujet, plusieurs réflexions ont été faites justement pour les approcher dans leur site de concentration, les mettre en confiance, les écouter, faire des concessions avec des individus et groupes dans la recherche des actions participatives. Le sujet de notre journée traduit parfaitement, d'une part, la prise de conscience des assistants sociaux et du commissariat provincial de l'urgence à agir et des enjeux du développement. Et d'autre part, les soucis de maximiser l'impact de nos activités face à la réalité sur les phénomènes sociaux qui gangrènent la ville de Kinshasa. Cependant, ces assistants sociaux sont confrontés à plusieurs difficultés liées aux moyens matériels et financiers qui leur permettront de faire face à ces différents phénomènes sociaux. Voilà pourquoi il sollicite à ce que les autorités de la ville de Kinshasa prêtent attention à ce service, surtout en cette période où nous devons reconstruire la solidarité humaine. Jeunesse congolaise, allons encore plus loin avec Fachi Béton. C'est la dénomination de la campagne patriotique lancée à Kinshasa par le Dr Ivan Ilunga Nguindu, président national du Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie. Pour Ivan Ilunga, la jeunesse congolaise doit impérativement se ranger derrière le président de la République en vue de soutenir ses multiples efforts visant à booster l'éveil du Grand Congo et son retour dans le concert des nations. La promotion de la jeunesse étant au centre de son action, pour Ivan Ilunga, le renouvellement de la classe politique tend à être effectif avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Plus loin de la RDC, le ministre de la Défense russe et le président Vladimir Poutine ont annoncé la fin de la mobilisation partielle de 300 000 réservistes. Ce processus avait débuté depuis septembre dernier, d'où Poutine s'était prononcé lors d'une émission télévisée. Après un long moment d'attente, Vladimir Poutine parvient à ses fins. La mobilisation partielle des 300 000 réservistes lancés dans le pays pour la guerre en Ukraine a atteint ses objectifs. D'après le ministre de la Défense et le président de la République russe, lors d'une émission télévisée, ils n'ont pas manqué les mots de gratitude. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont rejoint les forces armées. Merci pour votre sens du devoir, du patriotisme et de détermination de défendre la Russie. Merci à toutes les familles et à tout le peuple. Le président a encore rappelé que de ces 3000 réservistes retenus, 218 000 sont en train d'être formés dans des bases militaires russes, 41 000 sont déployés dans des unités militaires combattant en Ukraine et 41 autres 1000 sont en formation mais en zone de conflit. Et puis la tempête tropicale Nalgaye se renforce encore aux Philippines. Cette violente tempête, accompagnée des pluies intenses, s'est abattue ce samedi sur les Philippines, causant la mort d'au moins 45 personnes. Elle menace désormais la capitale Manille, a prévenu le service météorologique philippin.
Attendue depuis ce jeudi, la tempête Nalgae a finalement frappé samedi la principale île des Philippines. Cette violente tempête est accompagnée de pluies intenses et des vents atteignant 95 km/h. Elle a causé des pertes en vies humaines d'au moins 45 morts à la suite des inondations et des glissements de terrain dans l'archipel, et quelques 500 maisons ont été détruites. Les eaux des crues ont envahi plusieurs villes et villages sur l'île de Mindao, charriant arbres, pierres et boue sur leur passage. Selon de sources concordantes, les responsables de la défense civile du pays ont reconnu que les équipes de secours envoyées vendredi dans le sud du pays inondé par les crues avaient commis des erreurs dans leur décompte, ce qui a conduit à enregistrer 2 fois certains décès. Manille et ses 13 millions d'habitants pourraient être touchés par Nalgae, a prévenu le service de météorologie philippin. Plus de 7000 personnes ont été évacuées avant l'arrivée de la tempête et 5000 équipes de secouristes sont mobilisées, ont annoncé les autorités. En sport, je l'annonçais au sommaire, les léopards U23 qui doivent en principe affronter les Fennecs d'Algérie sont encore à Kinshasa. Les Fauves ont connu un problème de vol, une panne qui a failli coûter leur vie. Risque-t-il une disqualification? Le point avec notre sportif maison, Christian Bokaya, est sur ce plateau. Bienvenue Christian. Bonjour Grâce, merci. Alors, les léopards sont toujours à Kinshasa. Pourquoi le gouvernement n'a pas affrété un avion à temps pour les emmener en Algérie? Alors, vous comprenez qu'il y a un problème sérieux d'abord de la politique sportive en République démocratique du Congo. Pourquoi le gouvernement n'a pas affrété à temps un avion qui devait bien évidemment transporter les léopards à temps? C'est la question que tous on se pose, puisque c'est hier qu'on a vu le gouvernement se démener ici et là pour voir comment mettre à la disposition des fauves congolais un appareil qui devait les amener en Algérie. Bon, on ne sait pas trop si l'argent décaissé ne pouvait pas leur permettre de faire un aller-retour. Ils ont trouvé un appareil Air Kassai. Déjà, les noms, quand vous entendez... J'ai pris Air Kassai une fois. Je dois dire que c'est pas pour faire une mauvaise campagne de cette compagnie, mais je suis désolé. Donc, vous les léopards ne pouvaient pas prendre cet avion pour Kinshasa jusqu'en Algérie. Non, pas du tout. Ça veut dire que même sur le plan national, cette compagnie a du mal à transporter ses clients et on ne peut pas comprendre comment le gouvernement pouvait aussi prendre un tel risque d'exposer les léopards de la RDC, puisque là, ça parle de l'espace Sahel. Vous savez, sur l'espace Sahel, là, il y a beaucoup de tempêtes, il y a beaucoup de mauvais temps. Il faudrait des avions comme ça, voilà, qui sont habilités à transporter les léopards pour finalement permettre aux fauves d'arriver en Algérie. Question de livrer leur match retour des éliminatoires de la CAN Maroc 2023. Alors, hier, comme j'étais en train de dire, le gouvernement a disposé un appareil Air Kassai qui devait transporter les léopards de la RDC. L'appareil qui n'était pas d'ailleurs en bon état, l'appareil survole et puis à un moment, on apprend que les fauves congolais sont retournés à Kinshasa. Ils ont failli faire un crash. Donc jusqu'à présent, ils sont encore à Kinshasa. Là, selon les dernières informations que j'ai pu avoir avant de monter sur ce plateau, le gouvernement vient de disponibiliser Congo Airways qui a reçu bien évidemment l'autorisation du décollage, mais également d'atterrissage. Donc c'est juste question de temps. Dès que l'État met les moyens à la disposition de Congo Airways, les léopards pourraient au moins s'envoler pour Algérie, question de livrer leur match retour. Le match est prévu quand Le match est prévu ce samedi à 18h heure d'Algérie, mais là la question qu'on se pose... Donc ils n'auront même pas le temps de s'entraîner? Pas seulement qu'ils n'auront pas le temps de s'entraîner, mais il faut déjà se poser la question, est-ce qu'ils seront en Algérie à temps? C'est la grande question qu'on doit se poser. Est-ce qu'ils ont le moral? Ça encore c'est une autre question, puisqu'ils ont passé nuit à la Belle Étoile. Ils ont passé nuit à la Belle Étoile. C'est le matin que le gouvernement a pu disposer de moyens pour qu'ils soient momentanément logés avant de quitter bien évidemment la capitale et se rendre à Sétif. C'est là où d'ailleurs le match va se jouer. Donc vous allez comprendre que jusque-là, on a un sérieux problème de politique sportive. C'est qui... Vous parlez d'un sérieux problème de politique sportive, mais à qui incombe réellement la faute, Christian Bokaya? La faute incombe au ministre des Sports. Là, en fait, sans vouloir parler du ministre, la faute incombe au ministère des Sports. La faute incombe à la Fédération congolaise de football association. Très loin
je dirais même que la faute incombe aussi à l'autorité de régulation, puisqu'on ne peut pas comprendre que l'État, qui a tous les moyens possibles de prendre, voilà, affréter des avions comme ça, qui ont cette capacité de transporter les léopards de la RDC en Algérie, l'État ne l'a pas fait. Ou si l'État a disposé les moyens, en travaillant bien sûr en connivence avec la FECOFA, pourquoi la FECOFA pouvait aussi accepter de prendre un tel risque, d'accepter à ce que les enfants d'autrui puissent prendre cet avion, cet appareil pour Air Kassai, qui voilà déjà que sur le plan national n'attire pas ou ne gagne pas la sympathie des Congolais. C'est très compliqué. Donc la faute aussi incombe à la personne qui a autorisé le décollage de l'appareil, puisque vous ne pouvez pas autoriser le décollage de l'appareil aussi longtemps que vous ne vous êtes pas rassuré que cet appareil répond à toutes les conditions possibles pour survoler dans le Sahel. Merci Christian Bokaya pour toutes ces précisions. On va suivre de très près ce match prévu ce samedi. Vous avez dit à quelle heure? C'est à 18h, mais là, avant qu'on ne sait pas, grâce, il faut dire que pour l'instant, la FECOFA doit d'abord saisir officiellement la CAF pour lui faire savoir ce qui s'est passé. Si la CAF écrit à l'Algérie et que l'Algérie accepte que le match soit décalé de 24 heures, puisqu'on l'a vu avec le Gabon qui a connu pratiquement le même problème avec nous. Le Gabon est arrivé en retard. On a finalement accepté que le match soit décalé de 3 heures. Au lieu qu'il se joue à 18 h, le match contre le Gabon se jouait à 20h30. Donc si l'Algérie va accepter que le match ne se joue pas à 18 h, qu'il soit décalé à 21 h ou 22 h, là encore c'est un problème, à une seule condition, qu'on soit d'abord assertif et puis on va voir d'autres mesures après. Merci Bokaya. C'est moi qui vous remercie, grâce. Alors, la délégation des arbitres de la Fédération nationale congolaise de judo, avec à sa tête maître Roger Ntoya, a rencontré le ministre de Sport et Loisirs, Serge Nkondé. La dite délégation est allée remercier le patron des sports pour avoir mis de l'ordre au sein de leur fédération avec une nouvelle coordination l'amenant aux élections, ce avant de solliciter un arrêté du master des judo afin d'élargir le fonctionnement de cette discipline au niveau extérieur. On a remercié son Excellence et son ministre. Vous connaissez bien les turbulences qui se sont succédées à la tête de la fédération. Grâce à son intervention, le ministre a pris l'arrêté 0032 du 4 mai 2022 pour mettre en place une coordination nationale des activités de judo. Et cette coordination est déjà dans le service. Nous avons parlé avec le ministre, son Excellence, pour réclamer notre arrêté portant avis favorable de fonctionnement pour l'association des masters judoka de la République démocratique du Congo. Ce document nous permettra d'étendre notre fonctionnement. C'est-à-dire que nous sommes limités à fonctionner, mais l'avis favorable nous donnera les petits citoyens d'étendre notre fonctionnement même au niveau extérieur. Et plus rien ne marche depuis un moment au sein du FC Renaissance du Congo. Le mardi dernier, l'évêque Pascal Mukuna a laissé entendre qu'il ne reconnaît pas l'équipe qui a joué contre Kouya. Une déclaration qui n'a pas du tout arrangé les supporters de Renaissance. Ces derniers se sont exprimés au cours d'un point de presse. Affilié à la Fédération congolaise de football FECOFOOT du Congo-Brazzaville. Par la même occasion, il est de notre devoir d'informer à l'opinion sportive et toutes les instances sportives de notre pays son interdiction du port de tous nos insignes distincts, couleurs et logos. Son affiliation à la Fédération congolaise de football de la République du Congo serait une injure grossière à l'endroit des dirigeants de notre football FECOFA, organe fêtière de notre pays. En définitive, les allégations citées si haut constituent pour nous son auto-exclusion de notre chère équipe et déclarons solennellement sa radiation du football club Renaissance du Congo ASBL. Merci. Merci, merci, merci. Ainsi donc, pour avoir rendu les tabliers au père fondateur du FC Renaissance du Congo, ASBL, nous invitons tous les Banafibo
de se mobiliser comme un seul homme pour un avenir radieux de notre très chère équipe. Que vive les Jamais sans vous, que vive. Autre chose à présent, parlons religion pour finir. En prévision de l'Assemblée générale qui sera organisée incessamment, la communauté islamique du Congo a ouvert vendredi les travaux du Conseil national de l'islam. C'était au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Regardez. Convoqué par le cheikh Ali Mouini, représentant légal de la Comico, les travaux du Conseil national extraordinaire de l'islam ont effectué les débuts à Kinshasa. Paix et bénédiction sur notre saint prophète Mohammed. Placé sous les signes de la réconciliation, de l'unité et de l'inclusion, cette session, à en croire cheikh Ali Mouini, devrait s'ouvrir à la participation d'autres sensibilités musulmanes, même non statuaires, afin de résoudre les problèmes qui opposent les uns aux autres. C'est un organe qui est en prélude à l'Assemblée générale qui va venir incessamment parce que nous sommes dans une période de crise et l'arrêt de la Cour d'appel nous a ramenés dans le chemin initial et nous sommes obligés de conjuguer un même verbe avec les autres et nous sommes vraiment déterminés à parler le même langage pour porter haut le flambeau de la communauté islamique en République démocratique du Congo. Bon, nous allons prendre des résolutions qui vont nous orienter pour aller à une assemblée apaisée et inclusive. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs délégations venues des différentes provinces de la RDC. Notons qu'à l'issue de ces travaux, quelques résolutions seront prises pour la réunification de la Comico. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Examen et adoption du projet de loi des finances exercice 2023 à l'Assemblée nationale. Il est chiffré à 14,6 milliards de dollars américains. Kinshasa vibre ce samedi au rythme du concert de l'artiste musicien Fally Ipupa. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues au stade des Martyrs. Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa et patron de l'espace 50, souhaite un franc succès à cet événement et appelle la presse à une couverture professionnelle. En sport, les Léopards U23 qui doivent en principe affronter les Fennecs d'Algérie sont encore à Kinshasa. Les Fauves ont connu un problème de vol, une panne qui a failli coûter leur vie. Risque-t-il une disqualification? Vous avez suivi les détails dans ce journal avec notre sportif maison, Christian Bokaya. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Télé 50. L'actualité reste incontinue.